Stéphane Lemaire. Comment je vous présente, Stéphane? Vous êtes le père de Clara. Voilà, le père de Clara. Son ex, mais je ne suis pas le seul. Ils ont un qui a duré assez longtemps. Peut-être le plus longtemps, je dois avoir le record. C'est le moment du gag. Où est-ce que j'ai mis le bouton? Juste dans ma poche. Ah oui, voilà. Ça marche? Oui? Oui, alors comme souvent, on trouve à l'origine une rébellion. Bien sûr, c'est une des voies les plus directes pour faire. Il y a là quelque chose qui nous est inacceptable. Faisons quelque chose. Sur les photos de l'adolescente, on voit Solveig, on voit cette jeune femme rebelle, têtue, ou à la gaieté effrontée. Cette rébellion est en partie contre une place assignée aux femmes, une rébellion confortée par l'exemple et le soutien de sa mère, jeune femme arrivée d'Islande à l'âge de 20 ans pour faire des études d'architecture. Mais si sa mère s'impose en partie par le biais d'une séduction maîtrisée, la rébellion prend chez Solveig une forme plus brute ou plus sauvage. On voit cette rébellion à l'œuvre dans le choix des héroïnes documentaires qui sont d'abord, au sens littéral, des hors-la-loi. Le culot de Sandrine, pickpocket de profession à 14 ans qui n'en fait qu'à sa tête et qui force l'admiration par son habileté et sa gouaille, qui apparaît dans Sandrine à Paris, dans Vizir et Vizirette entre autres. Ou encore Hélène, chef de gang de braqueuse, dans Que personne ne bouge, qui s'entraîne à imiter la démarche masculine pour ne pas être reconnue sur les vidéos de surveillance. Mais les héroïnes rebelles et transgressives sont les porte-voix de Solveig, ce sont des héroïnes du coup d'éclat, parce qu'elles ont de la gueule, mais la rébellion de Solveig a une source plus intime. On trouve peut-être la racine de cette violence dans sa forme la plus pure, dans le bref Par amour, un de ses premiers courts-métrages, dans lequel une jeune femme raconte pourquoi elle a tué, par amour, celui qu'elle aimait quand celui-ci lui annonce qu'il va la quitter. Ici, la violence démesurée est bien un cri du cœur. Le cri de celle qui voit le monde s'effondrer et qui ne sait comment y faire face. La rébellion de Solveig s'enracine ainsi dans une identification, une communauté avec ceux et surtout celles qui d'une façon ou d'une autre sont écartés, abandonnés, méprisés socialement. Mais le mépris social est toujours un mépris intime, le mépris de ce qu'on est, et finalement peu de choses le séparent d'un abandon amoureux. Solveig a d'ailleurs pris à l'occasion elle-même cette posture diminuée par provocation. Par exemple, en tricotant pendant les cours de philosophie à l'université, avant d'entrer à la FEMIS, ce qui n'est pas tout à fait la pose ordinaire de l'étudiant en philosophie, qui en général est plus pressé d'avoir l'air profond que de passer pour une jeune fille de province. Mais ce n'est pas simplement une posture, car Solveig fut inquiète de n'avoir rien à dire, de ne pas comprendre, et peut-être, encore plus radicalement, de s'effondrer. Mais il me semble qu'elle a renversé cette inquiétude en faisant un regard sur le monde. Elle a décidé de regarder le monde ainsi, avec les yeux de ceux qui ne sont pas installés par le biais d'une possession, et pas même par la possession d'un savoir, la forme de la possession qui sans doute d'ailleurs lui était la plus étrangère. En ce sens, lorsque Solveig me parlait de son amitié pour Christine, une jeune fille trisomique qu'elle a longtemps fréquentée à l'école dans son enfance, il ne s'agissait nullement de compassion, mais d'une réelle proximité. Elle partageait bien quelque chose d'essentiel. Ainsi, si la rébellion est d'abord un cri, puis une transgression, elle est toujours profondément affective. Le renversement des tabous ne prend pas la forme de la violence, avec tous les stéréotypes de la révolte,
mais une forme sentimentale. L'irruption d'une émotion ou l'irruption du plaisir, des mots pour le dire, d'une souffrance indicible, de la gaieté ou d'une jouissance un peu sauvage. Ainsi demande-t-elle dans Sarajevo, parole de Casque Bleu, à un jeune Casque Bleu français envoyé en Bosnie, « Et vous, que pensez-vous de l'amour ?» Ainsi, le renversement des règles est devenu plutôt un renversement des codes pour faire surgir les accidents du sentiment et leur libération. Solveig aimait ces questions à brûle-pourpoint. Que pensez-vous de l'amour, de la mort, de la sexualité? Mais elle posait ces questions en montrant tellement à l'autre qu'il ne sera pas trahi ou moqué que surgit le plus naturel et le plus étonnant. Dans Barbara, tu n'es pas coupable, une lectrice de romans photos qui aime les conducteurs de semi-remorques nous explique que ce qui compte, c'est qu'ils aient de gros camions. Derrière cette autorisation à sortir du rail, pour toucher ce qui compte au plus profond, on trouve, à mon avis, son lien particulier à l'enfance, et peut-être tout particulièrement à l'adolescence. En un certain sens, il me semble que Solveig a toujours gardé cet âge-là, ou tout au moins était-ce, pour ainsi dire, son milieu naturel, le milieu dans lequel elle se sentait à l'aise et en phase. Bien sûr, on peut rappeler qu'elle a travaillé dans son adolescence comme animatrice dans un camp de vacances aux États-Unis, et qu'elle a ensuite, au cours de son passage par une maîtrise de psycho, après les 3 années de philo à tricoter, fait divers stages en institution, en particulier avec des enfants autistes. Il est bien évident que ces passages lui ont donné un savoir-faire avec les enfants et les adolescents, mais il y a plus. Cela révèle aussi le genre de rapport dans lequel elle se place naturellement et qui articule souvent la façon dont elle se place vis-à-vis de ceux qu'elle filme, en particulier dans le documentaire. En quoi consiste ce rapport? Difficile à dire. Quelque chose comme un rapport de fascination, d'émerveillement, d'amour peut-être. Un parallèle peut-être un peu bizarre, mais c'est un peu l'émerveillement que l'on peut avoir devant un jeune enfant, voire même devant un nouveau-né. On regarde et on est absorbé par ce qu'on voit. Vizir et Vizirette, des elfes dans la ville, Anne et les tremblements, Sandrine à plusieurs reprises. Ces documentaires résultent de ce regard qui aime l'enfant ou l'adolescent et qui fait éventuellement replonger en enfance les adultes ou qui pointe vers cette part adolescente des adultes. Mais ce n'est pas seulement cela, car cela s'accompagne d'une capacité à donner une place à l'enfant ou l'adolescent qui, tout en parlant, se découvre et découvre en lui les sentiments. Et on en revient encore au refus du savoir et du contrôle. Celui qui parle devant la caméra se lance, on ne sait trop vers où, et lui-même ne le sait pas. En ce sens, le cinéma documentaire de Solveig, et ce sera, je pense, vrai aussi de ses fictions, n'est pas un cinéma de l'impasse, de la souffrance, de l'enfermement, de l'ennui, de l'échec, de la misère. C'est un cinéma où les choses adviennent, où ça sort, et qui réjouit pour ce qu'il fait remonter à la surface et laisse advenir. Enfin, cela va de pair avec un autre trait, très propre à ces documentaires, bien au contraire du documentaire qui chercherait à faire réfléchir ou à faire comprendre, qui garde ses distances, qui chercherait une forme d'objectivité, ou encore à éclairer, à relater. On a l'impression que son documentaire cherche à nous rendre amoureux de la vie, de l'enfance et de la part d'enfance, parce qu'elle est un moment où quelque chose émerge, qui est vivant, et qui nous ôte notre bon jugement. En ce sens, c'est un cinéma anti-norme, contre la pression de la norme, contre le cadre, et pour la figure qui émerge. Ou tout au moins, la programmation de ce soir insiste largement sur cette phase, la plus importante quantitativement, mais je me permettrai toutefois de vous recommander la face la plus sombre et plus primitive qu'on trouve dans Par amour et aussi dans Westman et Yard, tous les deux réalisés pendant que Solveig était à la Fémis. Westman et Yard raconte aussi une perte irrémédiable, cette fois-ci celle, pour les habitants de cette île islandaise,
la perte de leur maison sous la lave. Je pense que ces films, ces deux petits films, constituent à mon sens la matrice sombre, à côté d'une autre, bien sûr, dont il faudrait parler aussi. Matrice sombre du plaisir qu'inspire l'éclosion des sentiments et leur fragilité dans ces différents films.